Eh ben, c'est un grand plaisir, grand honneur et mes tarifs sont tout à fait abordables. Donc, Tout à euh, fait, donc c'est on, pour ça que je t'ai sélectionné on d'ailleurs. réglera ça avec. Voilà, exactement. Il est où ton père? Moi, je sais pas, j'ai jamais connu. Ça marchera jamais. Luc? Je suis ton père. Papa? Passionné de cinéma, journaliste cinéma, rédacteur en chef du site Allociné, reconnu pour son regard à la fois pointu et passionné pour le 7e art, il est également l'une des voix emblématiques de l'émission culte Faux Raccord, où il décrypte avec humour et précision avec son comparse les erreurs et curiosités du cinéma. Spécialiste de la pop culture, il mêle rigueur et sens du divertissement, humour, bienveillance et professionnalisme. L'Instant Pur Cinéma reçoit aujourd'hui le 33e invité des entrevues, Yoann Sardet. Yoann, salut, comment vas-tu? Eh ben, écoute, très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. 33e, c'est beau. J'ai Ouais, envie de c'est c'est beau. très, très, Merci très, très beaucoup. grande fierté. Non, mais je suis ravi d'être à tes côtés et de passer ce petit moment cinématographique et passionné avec Je toi. suis hyper heureux de t'accueillir. Je pense que tu n'imagines pas à quel point je suis heureux de t'avoir en facecam. Je suis ravi. L'heure est grave, Johan, puisque j'ai l'immense plaisir, l'extrême joie et l'honneur de t'accueillir donc à l'occasion de cette 33e entrevue pour un moment solennel. La première de cette saison 4. Alors on y est, on a une nouvelle fois remis une pièce dans le manège et on est reparti pour une nouvelle année. Après 2025 compliqué avec des entrevues qui ont cédé leur place à des entretiens grâce à de nombreuses opportunités qui m'ont été faites, mais également avec des disparitions qui me déchirent profondément le cœur. J'ai une pensée évidente pour les proches et les familles de Lionel et Kev, deux amis partis en 2025. Cette émission leur est spécifiquement dédiée, bien sûr. Mais Johan, voilà, sur une note un peu plus guillerette, pour se redonner un peu de baume au cœur, tu ouvres le bal, une nouvelle saison. C'est donc avec fierté, avec bonheur que j'ai le plaisir de te décerner à titre complètement honorifique, mais qui a un sens profond et sincère pour moi, le titre de parrain de cette nouvelle saison. Tu seras donc à jamais le parrain de la saison 4 de l'Instant Pur Cinéma. Eh ben, c'est un grand plaisir, grand honneur et mes tarifs sont tout à fait abordables. Tout Donc, à fait, c'est pour ça que je t'ai sélectionné on d'ailleurs. réglera ça avec. Voilà, exactement. Johan, donc bienvenue et merci de parrainer cette nouvelle saison, d'ouvrir la voie aux invités qui te suivront. J'ai bientôt fini mon tunnel, tu vas pouvoir te réveiller. Mais avant de réellement attaquer, j'ai une petite surprise pour toi, puisque quelqu'un que tu connais a désiré te laisser un petit message. Et avant même de commencer, je te propose de l'écouter. Ouais, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Vincent Cassel. Petit message pour lui dire que je l'aime énormément, que c'était une très grande rencontre. Et je dis pas ça parce que je suis un bon acteur. Et non, ce n'était pas Vincent Cassel, c'est Norman Genius Châtrier. Petit message pour mon Johan, voilà, lui dire tout simplement et sans vanne que c'est une des plus belles rencontres de ma vie, de ma carrière, sans trop en faire des kilos, hein, comme dit Fabrice Lucchini, que je ne vais pas imiter. Mais voilà, j'ai plusieurs belles rencontres dans ma vie, dans ma carrière notamment pro. Marcus, la légende du jeu vidéo, et Johan, mon papa du cinéma, qui est d'une intelligence et d'une générosité, quelqu'un de brillant et de très intéressant, qui aime son métier et qui donne envie aux autres gens de s'intéresser à lui. Donc voilà, j'aime énormément cet homme. Je t'aime énormément, Johan. Je sais que tu vas sûrement verser une larme pendant ce message, mais cache-le, sors ce don de comédien que tu as en toi, comme dit Édouard Baird. Non, non, Alain, je ne crois pas à la magie, le pouvoir d'un nouveau Astérix. Voilà, c'est Édouard Baird. On ne peut pas empêcher ces stars du showbiz d'intervenir pour laisser un message. Donc voilà, blague à part, bise à mon Yann, je t'aime énormément. Voilà, tu fais partie de mes grandes rencontres. Et puis bonne journée, tout simplement. Faut pas faire des choses comme ça, c'est pas bien. Du coup, là, je suis tout ému. Voilà, je vais démarrer comme une loque ce podcast. C'est pas bien. C'est pas. Non, non. Écoute, bah, déjà, merci beaucoup pour la surprise. Je suis hyper touché parce qu'avec Genius, ouais, c'est une grande et belle histoire. Je pense qu'on s'est connus. Bon, j'arrive plus depuis qu'il y a eu ce putain de Covid, j'ai du mal à resituer les années avant, mais je pense qu'on a commencé à sympathiser en 2017-2018. Donc lui, en fait, on était chez Webedia, moi j'étais à l'étage Allociné et lui il était à l'étage de Stream. On a commencé à se croiser des fois sur des plateaux, on a fait des émissions ensemble et puis on est sorti une très belle rencontre et très belle amitié. Et chaque fois qu'on se voit, bon, on s'est encore vu il y a 2, 3 jours à une projection et tout, on est mort de rire tout le temps, très content de se retrouver. Et puis c'est un champion des imitations.
Vous l'avez vu, hein, voilà, on prépare un spectacle ensemble. J'essaie de. Voilà. Pour l'instant, il n'a que des imitations de 4 secondes à chaque fois. Mais on travaille, on espère avoir 1 heure et demie d'ici 25 ans à peu près. Voilà, il a tout de suite accepté de te laisser ce message et je le remercie. Il me l'a envoyé, tu vois, pour tout te dire, il y a tout juste 1 heure et demie avant qu'on enregistre. Donc on est vraiment dans le timing. Ah, c'est super chouette. Bah, merci beaucoup pour la surprise. Et pour l'heure, donc, c'est l'instant rencontre. Il est bizarre, ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Bonjour. Johan, tout simplement, c'est quoi ton parcours? Oh là, mon parcours, en fait, il est à la fois simple et long parce que j'entre dans ma 26e année dans ce monde fabuleux du cinéma et dans ma 45e année de vie, 46e année de vie, pardon. Et le parcours, en fait, il est assez simple, c'est-à-dire que je n'ai fait que ça. J'ai eu la chance vraiment de faire que ça comme métier. Depuis tout petit, passionné de cinéma grâce à pas des parents qui étaient du milieu du cinéma, mais en tout cas qui nous ont fait grandir dans l'amour du cinéma, des vidéoclubs, de regarder plein de films ensemble et tout ça. Et j'avais toujours eu cette envie idéalement d'être journaliste et encore plus idéalement d'être journaliste dans le monde du cinéma. Et j'ai eu la chance, voilà, d'y parvenir et en chemin rencontrer des gens passionnants, que ce soit les talents qu'on a interviewés, mais surtout les gens avec qui j'ai pu bosser. Donc c'est surtout voilà, l'aventure humaine et toutes les rencontres qui me plaisent bien, et puis le fait d'avoir pu traverser ce quart de siècle enfin, qui a été incroyable en termes de richesse d'œuvres, mais aussi de bouleversement de consommation entre le cinéma, le streaming, l'émergence des séries. Voilà, il y a plein de trucs, les réseaux sociaux, etc. Mais en tout cas, voilà, mon parcours, il est vraiment drivé par le cinéma et spécifiquement par cette mission au sein d'Allociné que j'ai occupée. En gros, ça a été ouais, mon seul boulot jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc, je suis rentré chez Allociné en tant que stagiaire en 2000. Et j'ai quitté Allociné il y a quelques mois. J'étais rédacteur en chef, directeur des programmes. Et aujourd'hui, je me balade en tant que freelance, toujours dans le monde du cinéma et avec l'envie de continuer à partager cette passion. Tu as donc réalisé une grosse partie de ta carrière chez Allociné. Comment est née cette passion et surtout comment tu entretiens cette flamme et cette longévité? Bah, la passion, elle est née vraiment. Je le dis souvent, des fois, quand on me demande, je n'arrive pas à retrouver le premier film que j'ai vu, mais j'imagine que ça a été un déclencheur. Mes parents, malheureusement, ne l'ont pas noté pour moi. Mais en tout cas, sinon, voilà, j'ai l'impression que le cinéma était là toute ma vie. J'ai des grands souvenirs de projection. J'ai vraiment des films qui m'habitent depuis que je suis tout petit. Et comment j'ai fait grandir cette passion? Bah, en regardant plein de trucs, en lisant plein de choses aussi. C'est-à-dire que très jeune, j'ai commencé à lire. Première, Studio, beaucoup Mad Movies aussi, Feu, le magazine Impact. Moi, j'étais très dans le cinéma de genre, le magazine SFX aussi sur les effets spéciaux. Donc, je me suis beaucoup nourri à ça. Et j'ai eu la chance à un moment donné de croiser ce médium plutôt émergent qui était l'Internet. Voilà, donc moi je suis d'un siècle, enfin, je viens en tout cas d'une époque où il n'y avait pas d'Internet. Aujourd'hui, il y en a. En tout cas, voilà, mon parcours a croisé ce moment où le médium était en train de se créer, là où il y avait des places à prendre. J'ai eu cette chance-là et de croiser voilà, ces couleurs jaune et noir d'Allociné qui m'ont tout de suite parlé. Et donc en fait, voilà, donc c'est comme ça vraiment que j'ai eu la chance de faire ce métier. Et après, je pense que la passion, elle s'entretient. Déjà, je pense que le jour où je prendrai plus de plaisir à voir un film, il faut que j'arrête, il faut passer à autre chose et c'est pas grave. Mais en tout cas, chaque fois que je lance un film, il y a toujours j'ai l'impression que je suis un grand gamin qui adore qu'on lui raconte des histoires. Et chaque fois, ben, il y a ce petit moment, voilà, comme un gamin qui remonte la couverture et qui attend qu'on lui raconte son histoire. C'est vraiment ça. Et des fois, l'histoire est nulle et des fois, elle est incroyable. Et en tout cas, voilà, c'est vraiment ça qui me fait vibrer de continuer à découvrir des histoires, des récits, des metteurs ou metteuses en scène, enfin des cinéastes, des gens qui la racontent, des regards différents aussi, parce qu'en fait le cinéma c'est aussi un regard sur le monde, c'est plein de petites fenêtres qu'on ouvre, et donc en fait voilà c'est ça le truc qui me drive vraiment au plus profond de moi, et à chaque fois que je me dis bon bah peut-être qu'il va falloir grandir et faire autre chose, au bout d'un moment faire un vrai métier, en fait voilà au moment où moi j'ai fait ce saut aussi de me dire tiens qu'est-ce que j'y a en dehors des murs d'Allociné, je me disais peut-être que c'est l'occasion de faire autre chose. Et en fait, très rapidement, je suis retombé dedans. Et là, actuellement, je travaille en freelance, mais sur plein de trucs cinéma. Et en fait, ça me rend dingue de bonheur, quoi. Voilà. Donc je crois que je ferai ça jusqu'au bout, en fait. J'imagine, enfin en tout cas, tu as l'air d'être un petit peu comme moi, d'avoir ce truc de ne pas avoir besoin d'en savoir plus sur un film, si ce n'est le casting, le réalisateur.
peut-être un petit bout de synopsis et déjà d'avoir qu'une envie, c'est de voir le film. Et puis ensuite, une fois que tu l'as vu, de connaître un peu tous les rouages, de savoir comment s'est monté le film, de savoir voilà, les petits secrets de tournage, ce qui a pu être fait en décor réel, etc. Et c'est un tel bonheur de découvrir tout ça. Ouais, c'est exactement ça. En fait, il y a notre métier. Moi, je m'en suis rendu compte, voilà, vraiment en travaillant au cœur du réacteur pendant toutes ces années. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, on sait beaucoup trop de choses en avance. Donc, il faut arriver à garder la passion, même quand des fois, on va voir un film un peu moyen et que, en fait, finalement, on est juste là pour vérifier si le cahier des charges est bien respecté, c'est-à-dire ce qu'on avait vu sur les affiches, la bande-annonce, la rumeur sur Twitter ou Instagram qui annonçait tel truc, machin, etc. Donc, il faut arriver absolument à se sortir de ça, donc de continuer à être passionné et émerveillé. Et surtout, au-delà de ça, moi, ce que j'aime bien, et notamment dans le cadre de festivals, et plus particulièrement Festival de Cannes, c'est que souvent, c'est des films, enfin, c'est même pas souvent, c'est tout le temps, c'est des films, en fait, qui ont été vus nulle part ailleurs. Et donc, en fait, qui sont enfin, qui Qui sont en sont, première mondiale, quoi. voilà, frais, originaux, il n'y a aucun avis dessus, aucune critique dessus, aucune info dessus, alors que, comme tu disais, peut-être un casting, un synopsis et une photo. Et en fait, là, on se prend en pleine tête la découverte. Et soit elle sera pas bonne, soit elle sera bonne, en tout cas en termes de ressenti, mais en tout cas, on aura découvert quelque chose de nouveau. Et en tout cas, moi, voilà, j'ai vraiment, c'est vraiment un truc qui me fait vibrer à chaque fois. Et après coup, effectivement, moi, j'adore aller gratter tout ce que je peux, c'est-à-dire de comprendre comment ça a été fait, qu'est-ce qu'en disent les gens qui ont participé. Pas tant pour le discours promo, le fameux Oh, c'était génial de tourner avec Bidule, parce que ça, c'est pas très intéressant. Mais par contre, voilà, d'apprendre les rouages de la production, de découvrir aussi, moi je suis évidemment tu l'as cité dans ton intro, mais que ce soit via Fort Accord et plus largement les Easter eggs, en fait, moi j'adore tout ce qui est caché voilà, tout ce qu'il faut un peu découvrir dans les films. Et donc en fait, à chaque fois, c'est un vrai plaisir de rentrer dans cette dynamique-là. Et même quand j'aime pas un film, je me suis rendu compte, par exemple, je suis pas forcément ultra fan des Marvel, mais c'est une matière sur laquelle j'adore travailler. Donc c'est un peu bizarre, mais voilà, c'est comme si j'avais ouais, presque des jouets passionnants avec que je peux décortiquer, démonter et tout ça, quand bien même le résultat final n'est pas forcément à mon goût. En tout cas, voilà, moi j'adore. J'imagine que toi qui viens de la cuisine, c'est peut-être un petit peu pareil de dire, voilà, j'aime pas forcément ce plat, mais je veux comprendre comment il est fait, quoi. Et voilà, et donc c'est un peu la même chose pour les films. Je reviens sur deux petits trucs, voilà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas un petit peu comment fonctionne notamment le Festival de Cannes. Voilà, ce sont des films qui n'ont jamais été vus ailleurs, qui n'ont jamais été présentés ailleurs. Et Thierry Frémaux, voilà, qui est délégué du festival, fait une conférence de presse tous les ans pour annoncer tous les films qui vont arriver au festival. Et il y a quelques ajouts qui sont ajoutés dans les semaines qui suivent. Et quand voilà, on débarque au festival, donc il y a un catalogue qu'on peut acheter sur place où littéralement il y a une photo, le casting, des fois ouais, un synopsis, bien que la plupart du temps c'est souvent 2 lignes, 3 lignes, et on est très souvent, le festival de Cannes commence donc au mois de mai, on est très souvent à 1 an d'avance sur les sorties, en tout cas plusieurs mois en avance sur les sorties, donc les distributeurs n'ont pas une seule affiche, n'ont pas du tout de campagne de com, et même pour certains films n'ont même pas de distributeur, donc on est vraiment en amont, on ne connaît rien sur les films, et c'est comme ça qu'on se lance dans des trucs, dans des projections. Moi je me rappelle une année où j'étais allé au festival, et je pense que si j'avais su de quoi parlait le film, je suis pas sûr que j'y serais allé. Et pourtant, c'était un film sur un âne. Où en fait, pendant tout le long du film, ça s'appelait EO. Voilà, pendant 2 heures, on suivait l'histoire d'un âne. Et le film est absolument génial. Et c'est un film voilà, que je pense pas je serais allé voir de moi-même, d'avoir payé une place, je pense pas que j'y serais allé, mais le fait voilà, de ne rien savoir sur le film, bah, ça donne envie d'y aller, et puis on y va, on se lance, donc c'est ça qui est vraiment génial je trouve avec le Festival de Cannes, quoi. Et puis c'est le rendez-vous ultime du fan de cinéma et du passionné, quoi. T'as parfaitement bien résumé le cadre du Festival de Cannes. Bravo, parce que c'est pas simple. Mais non, tu l'as parfaitement résumé. Et c'est vrai que ouais, c'est l'endroit où tout le monde se retrouve chaque année avec ouais, cette soif de découverte. Et encore une fois, des fois, voilà, comme tu dis, on va voir des choses qu'on serait peut-être jamais allé voir. On va voir des choses qui, des fois, vont pas nous plaire, voire nous faire un peu grincer. Mais en même temps, on aura vu un truc nouveau. Et c'est ça qui est hyper enrichissant, quoi. Et deuxième petit truc, donc on parlait de Fort Raccord, l'émission voilà, que tu animais. Sache en tout cas que ma copine te haït maintenant, puisque à chaque fois qu'on regarde un truc ensemble, j'ai un petit œil maintenant pour
voir quelques faux raccords. Alors, pas autant que vous en envoyez dans l'émission, mais à chaque fois, je dis ah, là, il y a un faux raccord. À chaque fois, elle se retourne vers moi, elle dit mais on s'en fout. Je dis oui, oui, mais là, quand même, il y a un petit faux raccord, quoi. Et du coup, depuis, elle te hait un petit peu. Un petit peu. Non, 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 comment il s'appelle? Noémie. Noémie, on te salue. Et voilà, si, je ne sais pas si elle a déjà regardé peut-être plus en détail ce qu'on fait sur Fort Accord. Et si elle l'a pas fait, c'est pas grave d'ailleurs. Mais en tout cas, le cœur du sujet, ça n'a jamais été de se moquer en fait. Bien sûr, c'est Voilà, ça. ça a toujours été de se dire, en fait, le cinéma est un art, mais au sens art, voilà, art, mais au sens aussi artisanal, c'est-à-dire on fabrique un objet, quoi. Donc il s'avère qu'il est sur pellicule, mais c'est quand même des forces et des talents différents qui se sont mis au service de la fabrication d'un objet. Et qui dit fabrication humaine dit forcément petit défaut. Et moi, en fait, c'est ça que je trouve hyper touchant, c'est que même dans un film à 300 millions de dollars, il y a quelqu'un qui aura, bah, on se souvient du gobelet Starbucks de Game of Thrones ou des trucs comme ça. En fait, c'est incroyable de se dire, oui, mais en fait, sur un truc aussi énorme, en fait, ouais, il y a des humains qui font des bêtises. Et je trouve que ça ramène le cinéma à quelque chose justement de très humain. Donc moi, c'est pour ça que qu'on a voulu travailler sur ce format et on l'a jamais fait pour détruire le visionnage des gens, en tout cas. Ça n'a jamais été l'intention. Place à la séquence express. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. La réplique de film que tu pourrais citer par cœur. Celle qui me vient là, en fait, il y en a deux que je cite tout le temps, qui sont mes modèles de vie. C'est Sarah Connor, No Fate But What We Make, pas de destin mais ce que nous faisons dans Terminator et Terminator 2. Et j'aime beaucoup la phrase de Roger Rabbit, si tu souris, tu vois que les choses ne vont pas si mal que ça. Voilà, ce sont deux choses qui me portent au quotidien. Un cinéaste, acteur ou actrice qui te fait aller voir son film les yeux fermés. Je pense qu'actuellement, ça serait Denis Villeneuve. Ben ouais, merveilleux. Tout ce qui touche Ton est incroyable. prochain projet, James Bond, après Dune, qui devrait arriver. Ouais, ouais, par exemple, James Bond, voilà, je suis très curieux, surtout que c'est quand même la première fois qu'on a un vrai arc bondien qui se termine. Ouais, c'est ça. Parce que d'habitude, c'était plutôt on change l'acteur et puis après on continue les aventures. Là, il y a un vrai début, une vraie fin. Donc en fait, comment on réinvente ça, en plus en faisant oublier Daniel Craig, qui était un peu le meilleur James Bond. Très curieux de voir ce qu'il va faire avec ça. Ouais. Le premier film que tu aies vu au cinéma. Ou en tout cas, ton plus ancien souvenir de cinéma. Alors ça, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure en intro, mes parents ne m'ont pas noté. Moi, je l'ai noté pour mes enfants et je leur dirai plus tard. Mais je crois que mon plus ancien souvenir, si je me trompe pas, ça doit être 1989, Indiana Jones et la dernière croisade, VOST, avec mon père et mon frère. Et j'en garde un souvenir. C'était mon premier film en VO. Et Indiana Jones, voilà, je sais que Tarantino n'aime pas Indiana Jones et la dernière croisade. Moi, pour moi, c'est le meilleur d'Indiana Jones. Et j'en garde un souvenir fou. Un film que tu aurais aimé découvrir sur grand écran plutôt que chez toi. Alors ça, c'est une bonne question. Film sur grand écran plutôt que chez moi. Je pense que le premier qui me vient en tête, c'est peut-être Les Dents de la Mer. Parce que c'est sorti en 75, moi je suis né en 80, donc forcément j'ai dû je pense pas l'avoir vu sur grand écran, j'ai dû le découvrir ouais, forcément en vidéoclub ou un truc ou un passage télé. Et je crois que j'ai jamais vu les Dents de la Mer sur grand écran et c'est quand même un monument. Donc peut-être celui-là, ouais. Un film peut-être que tu n'as pas vu et que justement tu te gardes pour le découvrir sur grand écran. Alors là, j'ai pas forcément de titres qui me viennent en tête, mais en gros, je suis une énorme quiche sur tout ce qui remonte avant 70. Voilà, je n'en suis pas très fier parce que normalement, voilà, quand on bosse dans le cinéma, il faut avoir essoré la nouvelle vague, tout ça. Moi, je suis vraiment un enfant des années 80. J'ai l'impression d'avoir grandi dans un vidéoclub, donc j'ai été élevé aux très mauvais films. J'ai ouvert mes horizons après, donc en fait, il me manque une grande partie des classiques. Donc je pense qu'il y a pas mal de classiques, même voilà, j'ai vu beaucoup de Chaplin, mais il y a peut-être un ou deux Chaplin que j'ai pas vu et que j'aimerais bien voir sur grand écran, quoi. Le film que tu recommandes toujours autour de toi. Le premier qui me vient, parce que des fois on peut tomber dans des évidences et tout ça, et puis je pense qu'après on sera amené au cours de cet échange à reparler de films cultes, mais le premier que je recommande tout le temps, parce que c'est une petite pépite que les gens ne connaissent pas, c'est Galaxy Quest. Alors je sais plus s'il est disponible sur Netflix, je sais plus, enfin bref. Galaxy Quest, film sorti en 2000, qui a fait précisément 25 000 entrées en salle, donc c'est pour vous dire qu'il est passé inaperçu. Et voilà, et en fait, le pitch est absolument fabuleux. C'est l'histoire d'une troupe d'acteurs d'une série de science-fiction un peu kitschouille, genre Star Trek du pauvre,
Et en fait, la série s'est arrêtée un peu sur un cliffhanger et la suite n'a jamais été produite. Et comme ils ont joué quand même dans cette série un peu pourrie, ils sont prisonniers de ces rôles-là et ils n'ont jamais réussi à faire quelque chose d'autre. Donc ils sont tous un petit peu frustrés par leur situation d'acteurs ringards, on va dire. Et ils écument les conventions de fans. Voilà pour essayer de monnayer des photos, des autographes, des trucs comme ça. Et un jour, ils sont kidnappés par des extraterrestres qui ont vu la série et qui pensent que ce sont des documentaires historiques et que les gars sont des vrais guerriers de l'espace. Et du coup, ils les kidnappent, Oh, waouh. ils leur ont construit un vaisseau et tout, vraiment à l'image de celui de la série, et ils les balancent dans une guerre intersidérale alors que les gars, c'est des branquignoles qui Ok. avaient tourné dans des décors en Ah carton. ouais. Et le film est avec, il y a Sigourney Weaver, il y a Alan Rickman, il y a Tim Allen. Et c'est un film génial parce qu'en fait, il est à la frontière de la parodie de Star Trek et de l'hommage à la geek culture. Et il est vraiment sur cette ligne de crête hyper dure on est à la fois dans le rire pas de moquerie, mais en tout cas, voilà, le rire un peu comique, et en même temps dans la vraie émotion d'être fan. Et voilà, et je trouve que le mec qui a fait ça, il s'appelle Dean Parizeau. Il a réussi un espèce de travail d'équilibriste hallucinant, et le casting est génial, et le pitch est génial. Et voilà, donc si vous avez l'occasion j'espère que je vous l'ai bien vendu, mais Galaxy Quest, c'est absolument, enfin, c'est vraiment génial, quoi. Le film où quand tu le vois, tu te dis merde, j'aurais adoré participer à ça. Ah, bonne question. Putain, j'aurais adoré. Je sais pas pourquoi le premier qui me vient, c'est American Pie. Je sais pas Ok. pourquoi. Mais pas tant pour voilà, pour tous les trucs sexuels qui s'y passent, quoique ça a l'air sympathique. Mais non, mais chaque fois, je trouve que c'est un espèce de film de potes. Voilà, la relation entre les quatre gars là, qui veulent perdre leur virginité et tous les moments où on les voit faire des conneries ensemble ou danser ou se faire des crasses et tout ça. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il y a un esprit dans ce truc-là qui me fait vraiment marrer. Donc je me dis oui, s'il avait fallu tourner quelque chose, pourquoi pas American Pie, ça aurait été marrant. La dernière série que tu es binge. La dernière série que j'ai binge-watchée, je pense que je réfléchis. Ouais, Stranger Things saison 5. Et peut-être avant ça, alors j'allais dire Pluribus, mais non, parce que c'était épisodique. Donc vraiment, j'attendais avec impatience mon épisode chaque semaine. Donc on est plutôt binge-watch, on est plutôt sur du Netflix. Donc j'aurais tendance à dire Stranger Things. On va changer d'univers, je vais t'amener dans le mien. Popcorn sucré ou salé? Mélange. C'est pas pour botter en touche, mais à chaque fois, je demande un mix. Le plat que tu rates à tous les coups. À peu près tous. Non, mais vraiment, je suis très. Alors là, je serais honteux, hein. Il faut surtout pas que tu viennes dans ma cuisine. Mais attends, le truc sur lequel je suis vraiment nul, je pense que c'est tout ce qui est pâtisserie, mais parce que c'est trop précis en fait. Ouais, C'est ouais, que ouais. voilà, la pâtisserie, C'est tout ça, technique, hein. voilà, faut être très technique. Et moi, si c'est un truc où tu vois, on met un morceau de beurre dans une poêle, on verse des haricots et je fais chauffer, ça me va quoi. J'arrive à peu près maîtriser, mais le reste, c'est trop dur pour moi. Le plat que tu cuisines le mieux. Je crois que je fais très bien le tiramisu. Oula, oula là Donc, là C'est là là c'est là là là. le contraire de ce que je viens de dire, parce que c'est un peu de la pâtisserie quand même, du dessert, mais plus spécifiquement le tiramisu, c'est-à-dire du tiramisu avec des Ouh spéculoos. là là, ok. Et ça, c'est Eh très ben, je bon. prends un billet pour venir goûter chez toi. Ok, C'est ça c'est marche. mon dessert préféré. Ah bah très bien. Mais facile à faire en même temps. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je m'y mets pas trop mal, quoi. Ton pire souvenir culinaire. Alors, mon pire souvenir culinaire. Bon, il y a évidemment tous les trucs d'enfants. Je pense que tous les enfants sont passés par la même chose de les parents qui t'obligent à manger des tripes, du foie, des trucs ignobles. On ne sait pas pourquoi on obligeait les enfants à faire ça, bref. Mais sinon, j'ai un souvenir très spécifique d'une crasse que m'a fait mon frère, que j'embrasse au passage, Gabriel. Je me souviens être allé dans un resto de couscous avec lui et mon père, d'être un moment aller aux toilettes. Et lui a eu la très bonne idée, en fait, de prendre ma cuillère de semoule, de la remplir d'harissa et de recouvrir de semoule. Oh, Comme ça, je croyais que c'était entièrement une cuillère de semoule. Et donc, eh voilà. oui, Et donc, en revenant, hop, je prends ma cuillère, je croque dedans. Et là, j'ai passé un très mauvais moment, voilà, qui ressemblait aux émissions de Kian Kojandi, là. Voilà. Donc, forcément. j'ai un peu pleuré, ouais. La dernière, ton plat préféré. Et mon plat préféré, alors ça, c'est vachement bien. Est-ce qu'on considère que la raclette est un plat? On peut, on peut. Voilà, moi, je suis team raclette. Merveilleux. Le fromage, c'est la vie. Place à l'instant rewind. M'arrange, putain de merde. Une voiture toute neuve avec toutes les options. Regardez ça, elle est niquée. Elle est complètement niquée. Oh, oh, oh. Donc je t'ai demandé pendant la préparation de cette entrevue les films qui ont marqué ta carrière ou qui t'ont marqué. Je vais te laisser écouter donc le premier extrait et expliquer voilà en quoi ce film a été marquant. Allons vers cette rangée d'arbres. Oui, mon lieutenant.
Ça suffit. En avant. Moi, je vois personne. Alors l'extrait est pas très parlant puisque c'est un film avec énormément de musique. Ah, Et donc pour des droits d'auteur, j'ai pas forcément le droit de diffuser des musiques. Et donc c'est un extrait de Danse avec les loups de ouais, Kevin ouais, ouais. Costner. Eh ben tu parlais des séances marquantes, je me souviens de l'avoir vu, si je me trompe pas, c'est 90, hein, ouais. De 91 en France, ouais. voilà, 91, pardon, de l'avoir vu dans un cinéma à Nice, et que j'avais trouvé ça incroyable, c'est-à-dire que bah, quand on a cet âge-là, on se dit aller voir un film de 3 heures, bof, quoi. Et moi, j'avais 11 ans, et en fait, j'ai trouvé l'immersion, l'expérience, le souffle épique, et ce côté très humain ouais, de communion entre deux peuples qui normalement sont ennemis, à travers le personnage voilà, de Kevin Costner qui va vers je crois que c'est des Sioux, c'est le peuple Sioux. Et je me rappelle, je m'étais acheté direct en sortant donc le roman. J'étais tombé dans une phase justement Native Americans, donc avec des musiques, boucles de ceinture, enfin n'importe, voilà, je ressemblais à rien, le look, n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà, c'était un truc qui m'avait passionné. Et au-delà de ça, ça me ramène ouais, à Kevin Costner, qui est vraiment l'une des personnes qui m'ont fait aimer le cinéma. Je pense que j'ai dû le découvrir, je pense, dans Les Incorruptibles. Et donc, en fait, Les Incorruptibles, Danse avec les loups, après Robin des Bois, Waterworld, je fais partie des gens qui défendent Waterworld. Et voilà, et en fait, même dans un très mauvais film, voilà, par exemple, je disais, j'aime pas beaucoup Marvel, globalement, j'aime pas beaucoup les films de super-héros, mais même dans Man of Steel, qui m'intéressait pas trop, les deux scènes qu'il a, où il joue le père de Clark Kent, et ben en fait, on chiale, quoi. Donc, en fait, Kevin Costner, c'est vraiment je vais pas dire que c'est mon papa de cinéma, mais un peu, et on a une vraie affection, mon frangin et moi pour Kevin Costner. Et j'ai eu la chance de l'interviewer plusieurs fois, et notamment une fois où j'ai réussi à incruster mon frère. Et donc, en fait, voilà, parce qu'on voulait absolument tous les deux rencontrer Monsieur Costner. Donc, on a notre photo avec Kevin Costner et on est très, très fiers de ça. Et c'était un peu une boucle qui se bouclait. Et au-delà de ça, bah, voilà, je te parlais de cette projection à Nice en 91. J'ai eu la chance de le croiser la dernière fois. Bah, c'était au Festival de Cannes il y a 2 ans pour Horizon. Et en fait, c'est le premier truc que je lui ai dit en rentrant. Je lui ai dit, vous savez, il y a pile poil 30 ans, j'étais en fait au cinéma à 30 kilomètres d'ici et je découvrais Danse avec les loups et c'était un moment particulier dans ma vie. Et il était super touché. Voilà, d'avoir cette espèce de partage à 30 ans d'écart, de me dire, bah ça y est, Kevin Costner sur la Côte d'Azur, ça coche une case pour moi. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, Danse avec les loups, puissance 1000, quoi. Et moi, c'est un film que j'ai pas vu, mais pour le coup, j'ai vu Horizon, qui est un film que j'attendais énormément. Alors, le film s'est fait, mais ramassé, et pourtant, moi, je crois que c'est des derniers gros coups de cœur que j'ai eu, J'ai parce adoré, que moi, j'ai ouais. adoré. Je trouve que tout le monde dit, bah, il se passe rien, machin et tout, mais je trouve c'est tellement beau. Tu prends le temps tout au long du film, tu prends le temps Exactement, de. c'est un film qui prend le Ah temps. ouais, tu découvres les personnages, tu découvres l'univers, tu découvres. Et j'ai tellement passé un moment incroyable devant le film que j'espère pouvoir découvrir le 2. J'espère qu'il Bah va. ouais, en fait, son projet, il est tellement ambitieux que je ne sais pas si on en verra le bout un jour. Mais voilà, peut-être pour les gens qui nous écoutent, il faut expliquer ce que c'est Horizon, parce que finalement, très peu de gens l'ont vu. Donc, en fait, c'est le dernier projet en date de Kevin Costner qui a un peu lâché Yellowstone pour aller faire ça. D'ailleurs, ça a mal fini, Yellowstone. Et en fait, c'est une espèce de projet hybride entre la série et le film. C'est-à-dire que on pourrait dire une série en 4 épisodes de 3 heures, mais qui est prévue sur grand écran et qui en fait croise plein de personnages dans l'Ouest américain à la recherche d'une espèce de nouvelle ville un peu idyllique qui s'appelle Horizon. Et donc en fait on suit aussi bien des natifs que des hors-la-loi, que une caravane, que des soldats, voilà, des soldats de la cavalerie. Et en fait tous ces destins se croisent de manière plus ou moins évidente. Et le premier épisode qui dure plus de 3 heures, donc le premier film, en fait ne prend déjà le temps de présenter tous ces personnages, prend le temps de raconter ce que c'est la vie dans l'Ouest. C'est-à-dire que moi, je me souviens, je sais pas si tu te souviens il y a une scène où à un moment, il y a un personnage féminin qui va se laver le soir. Et en fait, ça prend au moins 10 minutes parce qu'en fait, ouais, il faut aller chercher l'eau à la rivière. Machin. Enfin, en tout cas, voilà, ça montre que rien n'est facile, que personne n'est gentil, personne n'est méchant, tout le monde est un peu gris. Et en fait, c'est un projet que je trouve incroyablement intéressant.
que Costner a financé de sa poche en Oui, partie. en hypothéquant ses maisons, Voilà, etc. chose qu'il faut jamais faire. Voilà, l'un des adages à Hollywood, c'est ne mets jamais ton argent personnel. Bon, bah lui, il l'a fait tellement il croyait. Et donc, en fait, il a tourné le premier film, il a tourné le deuxième qui a été présenté à Venise, mais qui est toujours pas visible en France. Et il a tourné la moitié du 3, je crois, et il a l'espoir de faire le 4. Il a déjà écrit le 5 et le 6. Et donc, c'est un peu son avatar à lui, quoi. Ouais, c'est Et ça. le problème, c'est que ça coûte tellement cher que je. Et comme ça n'a pas marché, je suis pas sûr qu'on en verra le bout, malheureusement. Et c'est bien dommage parce que c'est super, quoi. Second extrait. Les gars, on devrait atteindre les abords du trou de verre dans environ 3 heures. Sur les graphiques, ils veulent montrer comment ça marche. D'après eux, si tu veux aller d'ici à là, et que c'est trop loin, alors un trou de verre courbe l'espace comme ça, ce qui te donne un raccourci vers une dimension supérieure. Interstellar, Christopher Nolan. Ouais, c'est. Non, j'ai l'impression que c'est pas très original de dire qu'on aime bien Interstellar. Il est dans le top de plein de gens, mais moi, ça a été une immense claque. Je me souviens que je l'avais vu avec un collègue, la projection presse, la première projection. Et en fait, en rentrant, je crois qu'on a marché 15 minutes pour retourner au bureau, sans un mot l'un et l'autre, tellement on était sous le choc du truc. Donc souvent, c'est un signe. Voilà, quand on sort et quand on en parle tout de suite, voilà, ça veut dire que c'est pas forcément très notable. Mais là, on était vraiment abasourdis. Et au-delà de tout ce que Nolan y fait en termes de spectacle et de voilà, tout ce qu'il fait sur le temps, sur l'espace-temps, et puis visuellement, c'est juste fou. Je crois que moi, je venais juste d'être papa et d'être bouleversé par la relation entre voilà, ce père et sa fille. Et comment l'amour fait écho à travers le temps, l'espace et tout ça. La dernière réplique du personnage, voilà, je vais essayer de pas trop spoiler, mais l'une des dernières répliques qui est parce que mon papa me l'avait promis à chaque fois, mais je suis dévasté, je pleure toutes les larmes de mon corps et tout ça. Et je crois aussi que ce qui me plaît dans le film, j'ai essayé de, voilà, il y a plein de vidéos ou de théories qui analysent le film, mais moi c'est un film que je trouve profondément, je sais pas si on pourrait dire profondément athée. Mais en fait, voilà, je trouve que c'est un film qui est tout au long du film, on croit que soit il y a une autre entité ou un dieu ou je sais pas quoi qui a été envoyé pour nous sauver. En fait, c'est un film sur nous-mêmes qu'allons nous sauver nous-mêmes. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant là-dedans, et notamment cette fin. Alors pareil, je suis obligé de spoiler un peu, mais qui je trouve en fait est une nouvelle vision spatiale de Adam et Ève quelque part, et de se dire que à la fin du film, toute cette génération d'une Terre numéro 2 voilà, qui renaîtra, ben, en fait, ils auront peut-être oublié la vraie origine scientifique de leur naissance, et en fait, le mythe deviendra qu'un Adam et Ève sont arrivés sur leur planète et ont créé cette nouvelle humanité. Et voilà, moi, ça me renvoie beaucoup à des trucs mythologiques où on se dit toujours les mythes ou les religions sont basées sur un truc vrai au départ. Et je trouve que voilà, c'est un truc qui est très... ouais, que je trouve très... le meilleur mot que j'ai trouvé, c'est un film athée. Et j'aime beaucoup ça. Voilà. Donc pour plein de raisons, Interstellar est vraiment tout en haut de l'Olympe. Eh bien, nouvel extrait. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Hé, on l'avait mise de côté. Pour aujourd'hui, ça je peux vous l'assurer. Nom de Dieu, pour qui vous prenez? John Hammond, et je suis ravi de vous rencontrer enfin en personne, professeur Grant. Et bien, je vois que mes 50 000 $ par an ont été bien dépensés. Bon alors, qui est ce con? Je vous présente notre paléobotaniste, le professeur Sattler. Sattler. Et voici monsieur Hammond. Pardonnez-moi cette arrivée John spectaculaire, professeur Sattler, mais nous sommes un peu pressés. Jurassic Park. J'ai dépensé sans compter. J'ai envie de dire. Alors, Jurassic Park, moment très particulier de ma vie. Je pense que c'est le film qui m'a confirmé que c'était ma voie. Pareil, là, je garde vraiment un souvenir presque physique de la projection en octobre 93. Donc, du coup, j'ai 13 ans. Je ne sais pas si j'ai séché les cours ou pas, mais en tout cas, je suis allé voir ce film au cinéma dès sa sortie. Et la scène où on voit le premier dinosaure, là, le brachiosaure, et après Alan Grant et Ellie Sattler qui sont sur la butte, et avec cette espèce de coucher de soleil un peu, et les dinosaures qui sortent de l'étang, là, du lac. Mais j'avais les poils dressés de 10 cm. Et c'est à ce moment-là où on fait, ouais, mais le cinéma, c'est ça, en fait. Cette espèce de moment hors du temps où c'est de la magie pure. Et Spielberg est le roi pour faire ça. Et même si, bah, voilà, c'est un film que je revois, je crois, au moins une fois par an, facilement.
Je l'ai revu il y a encore 3 jours avec mon fils et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de trucs qui n'allaient pas dans le film. En termes de faux raccords, ça je savais déjà, mais même en termes de narration ou de trucs qui n'ont finalement aucun sens quand on s'y attache. Mais par contre, quand on fait abstraction de ça et qu'on rentre dans le spectacle, c'est juste du vrai grand cinéma. Et la musique de John Williams, pour moi, voilà, John Williams, on le ramène souvent à Star Wars ou à E.T. ou aux Dents de la Mer. Et pour moi, je pense que c'est ma bande originale préférée de John Williams. Je trouve que le travail qu'il a fait sur Jurassic Park est vraiment d'une beauté vraiment saisissante, quoi. Donc ouais, pareil, pour toutes ces raisons, chef-d'œuvre impérissable. 4e extrait d'un film que j'ai découvert il y a 3 semaines, 1 mois, je crois. Ah ah. Un âne enseignant les écritures aux évêques. Le pape en renard et Messire l'abbé en singe. Il avait un vrai don pour l'irrévérence et les images de comédie. Le nom de la rose, Jean-Jacques Hano. Ouais, Le Nom de la Rose, superbe film. S'il faut, parce que c'est vrai que le film était un succès en son temps, il a peut-être un peu disparu des radars aujourd'hui. Donc s'il faut le resituer, c'est une enquête dans une abbaye, je ne sais plus si c'est chez les bénédictins ou les franciscains, en tout cas une abbaye du Moyen-Âge assez glauque, et où en fait il y a des morts qui sont retrouvés assez régulièrement et qui ont tous le point commun d'avoir une tache noire sur l'index et une tache noire sur la langue, si je me souviens bien. Et donc, en fait, on fait venir un frère incarné par Sean Connery, accompagné par son novice qui est incarné par un tout jeune Christian Slater. Et en fait, ils vont mener l'enquête pour essayer de comprendre quel est le mystère au sein de cette abbaye. Donc, c'est à la fois un Cluedo, on pourrait dire, un Cluedo du Moyen-Âge, mais Moyen-Âge au sens crasse-pouille du terme, c'est-à-dire que tout le monde est moche dedans, il n'y a que Sean Connery qui tire à peu près son épingle du jeu. Et en même temps, tout un plaidoyer sur la liberté de lire, de rire, voilà, parce que c'est un film avec il y a l'Inquisition en toile de fond et tout ça. Et c'est un truc, pour moi, ouais, un grand film de cinéma avec des gueules absolument hallucinantes, notamment Ron Perlman, voilà, qui avait déjà joué chez Hano dans La Guerre du Feu et qui sera par la suite encore un peu un de ses acteurs fétiches. Mais Ron Perlman comment il s'appelle, Salvatore, voilà, un espèce un peu de monstre de la bibliothèque. Voilà, il joue un prêtre un peu bossu, un peu simplet, une sorte de Quasimodo presque un peu. Et le film, voilà, si vous avez l'occasion de le voir, c'est vrai que des fois le nom peut-être engage pas. Quand on lit Le Nom de la Rose, on fait waouh, je sais pas trop ce que je vais voir. En plus, ça vient d'un pavé, alors passionnant, mais un pavé quand même de Umberto Eco. Peut-être que ça peut être plein de freins à le voir, mais je vous jure, regardez-le, vous ne le regretterez pas. Est-ce que tu confirmes? Ouais, complètement. J'ai eu la chance de mettre la main sur une belle réédition en 4K et franchement, ça tient bien la route. Moi personnellement, tu vois, je suis assez jeune et les vieux films, tu vois, j'ai un peu du mal s'il y a trop de grains, s'il y a trop de trucs. Et là, franchement, l'édition en 4K du film, la réédition du film en 4K est vraiment magnifique. Et pour un film culte comme celui-là, c'est magnifique. Tout à fait. Dernier extrait donc. Tu dois te douter de ce qui arrive. Je suis profondément déçu. Vous m'avez à nouveau forcé à lâcher mes chiens de guerre. Regardez ce qui reste de vos vaillants éclaireurs. C'est votre faute. Car vous êtes égoïste. Vous accaparez l'essence. Vous n'êtes pas raisonnable. Mes prisonniers me disent que vous projetez d'évacuer l'essence hors de mon territoire. Vous les avez envoyés ce matin à la recherche d'un véhicule assez puissant, capable de remorquer votre grosse citerne. Mad Max 2. Mad Max 2, le défi. Le film de ma vie, quoi, c'est tout ce que je peux dire. Là, pour le coup, c'est vraiment mon film préféré de tous les temps. Je l'ai vu un nombre, mais je pense qu'on doit dépasser la centaine, vraiment. Alors peut-être que mes parents me l'ont montré trop jeune, c'est peut-être aussi pour ça que ça m'a marqué, parce que à l'époque, c'était quand même un film, je pense, interdit aux moins de 16. Moi, j'ai dû le voir, j'avais 8 ans, je pense. Mais c'est un film que je trouve phénoménal, même 45 ans après, quoi. Enfin, voilà, je ne sais pas quoi dire. Donc, je pense que les gens qui nous écoutent connaissent l'univers Mad Max, peut-être à travers Fury Road et Furiosa. Mais avant ça, il y a eu, parce que moi j'appelle les vrais Mad Max, j'ai rien contre Fury Road, surtout que c'est le même réal, donc on va dire, voilà, ça reste dans la même maison. Mais pour moi, le vrai Mad Max, c'est Mad Max 2, très précisément, qu'on peut voir sans avoir vu Mad Max 1, il faut le préciser. Et en fait, c'est un film qui est fondateur du genre post-apocalyptique.
C'est-à-dire qu'il y a un avant, de la même manière qu'il y a eu un avant et un après Matrix, par exemple, il y a vraiment eu un avant et un après Mad Max 2. Et c'est le film qui a insufflé tout ce qu'on connaît du post-apo, c'est-à-dire les étendues désertiques, les véhicules déglingués, les costumes avec du cuir, en tout cas qui semblent voilà, vraiment très très étranges, la quête perpétuelle de l'essence et tout ça, qu'on a retrouvé après dans Ken le Survivant, côté animé, mais aussi dans plein de films post-apo. En fait, tout ça, c'est vraiment Mad Max 2 qui est fondateur. Et au-delà de cet impact sur l'histoire du genre, c'est une espèce de symphonie visuelle voilà, qu'on retrouve évidemment dans Fury Road, parce que c'est donc le même réal, George Miller. Donc quand il fait Fury Road, il a 80 ballets, et c'est hallucinant de voir ce que le mec est capable de faire. Mais Mad Max 2, il y a un côté, voilà, il n'y avait pas de CGI à l'époque. C'est plus roots. Voilà, il y a un côté artisanal, quoi. On Ouais, le fait c'est ça. vraiment. C'est-à-dire que les cascades, quand vous voyez les mecs passer sous les camions, il y a une cascade assez légendaire où il y a un motard qui s'encastre dans une voiture et qui virevolte au-dessus d'un ravin. En fait, ça a été tourné vraiment avec un cascadeur qui s'est fracassé de l'autre côté. Et en fait, il y a une espèce de danger permanent, de douleur permanente, parce que les accidents font vraiment mal. Et c'est surtout un film, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que on aurait pu dire que tu allais choisir un dialogue de Mad Max, mais en fait, il parle quasiment pas. C'est un héros assez mutique. Je pense qu'il a que 30 lignes de dialogue. Et donc, en fait, c'est juste une espèce de silhouette, Mad Max. Et c'est vraiment un anti-héros au sein de cet univers qui va amener une espèce un peu d'héroïsme et d'humanité, mais dans un monde qui est vraiment désespéré, qui de toute façon s'en sortira pas. Et vraiment, c'est un film qui me tue à chaque fois, quoi. Et la maestria visuelle de George Miller, parce qu'il est vraiment connu pour ça, sans rentrer dans trop de trucs d'analyse de film, mais il est vraiment connu pour son sens du rythme et du montage, et pour le fait que ses scènes d'action sont toujours ultra lisibles. Donc en fait, il met toujours voilà, le point de focal, vraiment ce sur quoi il faut se concentrer, au centre de l'écran. Et en fait, de la même manière que Fury Road était une espèce de festin visuel, Mad Max 2, il y a une poursuite en camion qui occupe le dernier tiers du film et qui est juste hallucinante. Voilà. Et à chaque fois que je la revois, même quand je me dis, allez, je regarde juste une minute, en fait, je suis obligé de me taper le dernier tiers du film parce que c'est juste incroyable. Donc voilà, faut que je m'arrête parce que je peux parler pendant des heures de Mad Max 2. Voilà, juste regardez-le. Voilà, tout ce que je peux dire, c'est regardez Mad Max 2, donnez-lui sa chance. Et après, vous pourrez dire Fury Road, c'est sympa, mais vous vous rendrez compte que le vrai Mad Max, c'est Mad Max 2. Il est déjà l'heure de se quitter. On passe à l'ultime partie, c'est l'instant remerciement. Merci. Merci, merci. Faut goûter. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026 donc? Oh, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour 2026? Un monde en paix, déjà, ça serait bien. C'est même pas à moi qu'il faut le souhaiter, c'est à tout le monde. Mon Dieu, ouais. Voilà, je suis les infos tous les jours et j'ai l'impression d'être dans un très mauvais film dystopique. Voilà, tout ça va très mal finir, mais en fait, on a l'impression de vivre un instant de science-fiction, donc c'est très très étonnant. Donc ça, déjà, je nous souhaite tous un monde qui va mieux. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Moi, quand je me suis en tout cas lancé dans cette nouvelle aventure un peu en solo, je précise aussi, parce que chaque fois qu'on me demande, je le précise et c'est important, je ne suis pas fâché avec Allociné. C'est à ma demande que j'ai voulu voler de mes propres ailes. Allociné ne m'a pas foutu dehors. C'est important à préciser. C'est vraiment important de le savoir. C'est qu'à un moment, je me suis dit, ok, est-ce que c'est pas le moment d'essayer de faire des trucs par toi-même? Et je continue à prendre tous les jours des nouvelles des copains. Et dès qu'on peut faire des trucs ensemble avec Allociné, on les fait. Donc ça, c'est très cool. Mais donc, quand je me suis lancé dans cette nouvelle aventure, c'était un espèce d'un peu de saut dans le vide. Et donc, peut-être ce qu'on peut me souhaiter, c'est juste de continuer à m'amuser, à m'éclater et à surtout transmettre continuer en tout cas à raconter, à transmettre cette passion. J'espère qu'on l'aura senti dans notre échange. Je parle beaucoup trop, mais voilà. Mais en tout cas, quand on est passionné, on parle beaucoup trop. Mais souvent, moi, j'ai l'impression de m'inscrire à mon petit niveau dans la chaîne de passionnés qui, moi, m'ont amené à être passionné un jour. Et donc, en tout cas, si moi, je peux servir à ça à un moment. Et je sais que des fois, je rencontre des gens de plein de générations différentes qui me disent « J'ai aimé le cinéma grâce à vous, grâce à Fort Accord ou grâce à Allociné ». En fait, je me dis « Putain, j'aurais fait ça dans ma vie, c'est cool d'avoir été un de ces maillons de la chaîne de la passion cinéma ». Donc voilà, moi, le seul truc qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer à être présent dans cette chaîne et ça me va très bien. Justement, cette nouvelle aventure, est-ce que tu veux en parler un peu plus? Est-ce que tu veux en faire la promo? Dire, voilà, je sais pas, pour les gens peut-être qui veulent te retrouver, te suivre oui, je veux dire, après, promo, je sais pas, mais en tout cas, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, vous tapez Yoann Sardet et c'est là où j'affiche un peu tout ce que je fais en tant que freelance. Et donc, freelance, aussi bien dans le cinéma, mais après, plus largement, ça peut être dans plein d'autres trucs à partir du moment où il s'agit
de parler avec passion des gens en tout cas qui créent des choses, je pense. Et donc moi là actuellement, à la fois j'écris, je présente des séances de cinéma, et puis je travaille sinon sur des idées de podcasts ou d'émissions ou des choses comme ça. Peut-être des bouquins aussi, on verra. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des envies ou même juste me faire signe pour qu'on parle cinéma, moi je suis content. Voilà, quand toi tu m'as contacté, Jean-Charles, j'ai fait OK, on va parler cinéma, et ben ça me plaît sur le principe. Et je suis très content d'être le parrain honorifique de cette nouvelle saison que je te souhaite très très riche en invités et en bons petits plats. Ah oui. Et oui. Et en espérant que Noémie continuera à aimer les faux raccords. Voilà. En tout cas, je vais pas la lâcher avec Voilà, ça. tu la lâches pas. Est-ce que tu aurais une petite recommandation culturelle peut-être à partager? Reco culturel, qu'est-ce que j'ai vu dernièrement qui était très bien? Je pense que c'est peut-être tout le monde l'a vu, mais Pluribus, ça a été une des très très bonnes surprises de fin d'année pour le coup. D'ailleurs, l'actrice a eu le Golden Globe, je Ouais, crois. c'est ça, exactement. C'est exactement. Et c'est une série Apple TV+, donc vous y avez normalement accès par Canal, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et c'est la nouvelle série du créateur de Breaking Bad. Et il ne faut pas trop en dire parce que c'est très surprenant. Ça a l'air. Mais voilà, dès le premier épisode, on fait « Waouh, c'est quoi ça ?» Et après, il faut se laisser porter. Et c'est une série, pareil, un peu comme on parlait d'Horizon, qui prend son temps, mais qui raconte un vrai truc. Je pense que pareil, il y a peut-être aussi des sous-textes que je n'ai pas encore tout à fait décryptés. Et en tout cas, la première saison, j'ai trouvé ça très, très enthousiasmant. Johan, j'ai une nouvelle surprise pour toi. Oh non. Un second message qui t'est destiné d'une personne que tu connais également, que tu apprécies normalement. J'ai dû bien faire mon travail, donc logiquement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Je te laisse le découvrir. Salut Johan, c'est Mélanie. Tu sais, quand je t'ai proposé d'écrire la préface de mon premier livre Talaref, tu m'as dit OK, mais par contre, je ferai que des comparaisons et des métaphores en rapport avec la bouffe. Et j'ai trouvé ça génial. Et effectivement, tu traites mon livre de guide gastro-cinéphilie, que l'art se nourrit de l'art, ce genre de choses. Donc, moi aussi, je vais parler de toi en des termes culinaires pour dire que tu es un hors chef-d'œuvre tel que on aime se sustenter tellement c'est bon, c'est fort, c'est génial, ça fait du bien. T'es un chef d'orchestre en même temps aussi de la cuisine cinéphilique, vu que tu nous sors plein d'anecdotes, plein de références, plein de faux et de bons raccords. Et si tu devais être un plat, sache que pour moi tu serais une ratatouille. Non pas par rapport au Pixar, mais parce que c'est un mélange de plein de choses qui, tu sais pas si elles iront bien ensemble, mais au final, quand tu les mets toutes ensemble, elles sont absolument incroyables et moi, c'est mon plat préféré. Donc vraiment, merci pour tout ce que tu fais, merci pour tout ce que tu es et longue vie à Johan Sardé, Michel et Michel et encore un Michel en plus. Bisous! Ça ressemble à un piège, ton truc, là. J'ai l'impression d'être dans comment on appelle ça, dans la boîte secrète, là, de Faustine Bollard. Ouais. Non, mais c'est hyper émouvant, il ne faut pas faire ça. Donc, c'était Mélanie de La Manie du cinéma. Voilà, aussi une très, très belle rencontre qui s'est faite par le prisme d'Allociné. On a fait pas mal de petites émissions ensemble. Mais surtout, ça a été une très belle rencontre cinéphile et amicale. Et si vous avez l'occasion d'aller voir tout ce qu'elle fait, c'est vraiment vachement bien. Parce que malgré son jeune âge, parce que je suis un grand-père par rapport à elle, mais en tout cas, non, elle a un amour du cinéma de patrimoine, et notamment de Georges Méliès. Si vous voulez faire une soirée spéciale Georges Méliès, elle peut vous préparer la soirée, elle est incollable. Sur Alice Guy aussi, c'est-à-dire tous les gens on pourrait se dire, ouais, c'était du cinéma des années 1900 et tout, mais c'est les gens qui ont mis les bases du cinéma qu'on connaît aujourd'hui, qui était en fait extrêmement moderne avant l'heure. Et Mélanie, elle vit et elle respire pour tout ça. Et c'est une très, très belle rencontre. Et elle a écrit son deuxième bouquin. Le premier était sur les refs dans les films et c'était super. Et là, son nouveau bouquin, ça raconte encore plein d'histoires du cinéma et c'est passionnant. Donc, allez la suivre sur les réseaux et tout ça et puis achetez ses livres si vous aimez le cinoche parce que c'est vraiment, non seulement c'est intéressant et en plus, c'est quelqu'un de bien derrière. Donc, voilà. Voilà, il y a vous emoji cœur, voilà comment. Et j'en profite pour partager également sa chaîne YouTube sur laquelle elle a de nombreux reportages, de nombreuses vidéos pour en savoir toujours plus sur le cinéma, sur les petits secrets du cinéma. Également des reportages notamment sur l'accessibilité aux salles de cinéma, aux personnes en situation de handicap visuel, moteur, etc. Donc c'est
du très beau travail ce qu'elle fait et elle a tout de suite accepté de te laisser ce message et je le remercie également. Non, mais écoute, c'est très chouette. Et du coup, tu t'inscris aussi, tu vois, c'est plein de maillons qui se raccrochent. Tu t'inscris dans cette chaîne-là et tout ça de passionnés, mais de rencontres humaines. Moi, pour moi, encore une fois, je pense que plus je prends de recul sur ma vie, plus vraiment j'ai l'impression que c'est ça qui compte. Et quand tu disais, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, je crois que c'est surtout de continuer à rencontrer des gens. Parce que aussi, alors c'était pas un défaut, mais en étant chez Allociné, notamment le groupe Webedia est basé à Levallois, qui est un tout petit peu excentré de Paris, pour vous donner un ordre d'idée si vous n'avez pas les géographies parisiennes en tête. Et en fait, au bout d'un moment, comme c'est excentré, en fait, on est tout le temps dans ce building-là, tout le temps en réunion avec les mêmes personnes, tout le temps à la cantine avec les mêmes personnes, donc c'est super parce que c'est des potes. Mais en fait, au bout d'un moment, on se rencontre plus assez d'autres gens. Et en fait, là, depuis que je vole de mes propres ailes, j'ai l'impression de rencontrer tout le temps des gens hyper intéressants. Tu en fais partie. Et je viendrai un jour à manger pour que tu me fasses la cuisine. Avec grand plaisir. Mais en tout cas, de continuer à rencontrer des gens. Et donc, moi, je suis ravi d'avoir croisé ta route et que tu rejoignes cette petite bande d'amoureux du cinéma. C'est une larme qui va commencer à couler. Non, il faut pas falloir continuer parce que mon petit cœur en ce moment est fragile. Johan, donc... L'interview touche à sa fin. Un immense merci à Mélanie et à Norman pour leur message. Merci également pour ton temps, merci pour ta confiance, merci d'avoir accepté ce rôle honorifique du parrain pour cette saison 4. Voilà, je te souhaite le meilleur, bonne continuation et je l'espère à très très vite. J'espère aussi à très vite. Et alors les gens ne le verront pas, donc je vais dire emoji doigt de métal, parce que ma signature c'est toujours de faire des doigts de métal. Donc à l'audio ça passe pas à part dire emoji doigt de métal, donc je vous dis emoji doigt de métal. Voilà, et écoutez la chanson d'Ultra Vomit à ce sujet qui s'appelle Les Doigts de métal. Chanson fabuleuse. Eh bien écoute, merci beaucoup, belle journée à toi et à très vite. À très bientôt. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.